Au cœur de l'intelligence artificielle, il y a une énigme vraiment fascinante. Une qui oppose la puissance de calcul la plus pure à l'intuition la plus animale. Allez, on va plonger au cœur de ce mystère. La question, la voici. Comment est-ce qu'une machine, capable de réussir le concours du barreau, de coder en 50 langues et de digérer des bibliothèques entières, comment est-ce que cette machine peut être sur des points essentiels, complètement dépassée par un simple chat? C'est ce paradoxe qu'on va explorer ensemble. D'un côté, on a donc des capacités intellectuelles qui nous surpassent dans des tâches bien définies, bien structurées. Et de l'autre, on a une intelligence incarnée, capable de s'adapter à un monde imprévisible. Ce contraste est assez fou, et il nous en dit long sur la nature même de l'intelligence. Alors voilà le programme, on va commencer par la thèse, comment le cerveau a inspiré la révolution de l'IA. Ensuite l'antithèse, ce qui les différencie de manière fondamentale. Et pour finir, on arrivera à la synthèse, comment ces deux intelligences commencent à fusionner et les questions absolument vertigineuses que ça soulève. Allez, première étape, la thèse. Il faut savoir que les plus grandes avancées de l'IA, elles ne sont pas sorties de nulle part. Non, elles sont directement inspirées de l'objet le plus complexe qu'on connaisse, notre cerveau. Ce qu'on voit ici, c'est un super exemple de comment l'IA voit. Les réseaux de neurones qu'on appelle convolutifs, en fait, ils sont directement calqués sur notre cortex visuel. L'information est traitée par couches successives. La première couche chope les trucs simples, les bords, les couleurs. Les couches du milieu assemblent ça en forme, en motifs. Et enfin, les couches les plus profondes reconnaissent des objets entiers. C'est un traitement hiérarchique, exactement comme dans notre tête. Et là, on touche à un truc vraiment fascinant. Les ingénieurs se sont rendus compte que, sans même le chercher, pour rendre leurs IA plus performantes, ils finissaient par trouver des solutions qui ressemblent à celles que la nature a mis des millions d'années à développer. C'est comme si la biologie et la technologie se donnaient raison mutuellement. C'est assez fou quand on y pense. Bon, maintenant qu'on a vu les ressemblances, passons à ce qui les sépare. Parce que si l'IA s'inspire du cerveau, elle s'en éloigne sur un point crucial. L'IA, elle, part d'une page blanche, alors que le cerveau humain, lui, est tout sauf une page blanche. Et pour ça, cette citation du neuroscientifique Stanislas Dehaene est juste parfaite. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que notre intelligence n'est pas juste le fruit de ce qu'on apprend. C'est aussi un héritage évolutif incroyablement riche. Notre cerveau est pré-câblé dès la naissance pour comprendre le monde. Et c'est là que ça devient bluffant. Un bébé, dès la naissance, il a des compétences innées. Il va être surpris si un calcul simple est faux. Il sait qu'un objet ne peut pas en traverser un autre. Et ses circuits pour le langage sont déjà là, prêts à l'emploi. L'IA, elle, doit apprendre tout ça de zéro, en analysant des montagnes de données. Ce test des géométries est super parlant. On voit tout de suite quand il y a une anomalie dans une série de formes bien régulières. Mais les babouins, comme le montre le graphique, pour eux c'est du pareil au même. Ils sont insensibles à cette régularité. Ça suggère qu'on possède une sorte de langage mental pour la géométrie, une intuition des concepts abstraits que ni les autres primates, ni l'IA n'ont au départ. Et forcément, cette différence fondamentale au départ, eh bien ça crée des angles morts pour l'IA. Parfois, ces échecs sont presque comiques, mais ils sont surtout très très révélateurs des limites de son intelligence. Prenons une question qui paraît toute simple, un problème de géométrie qu'on pourrait donner à un collégien. Et pourtant, c'est un défi sur lequel les plus grands modèles de langage, comme ChatGPT, ont lamentablement échoué. Et voilà le résultat, qui est absurde. L'IA peut générer le code pour faire ce dessin, mais le résultat n'a aucun sens. Elle ne voit pas la géométrie. Elle ne fait que manipuler des symboles, des mots liés à la géométrie, sans jamais en saisir la logique. Cet exemple-là, il est peut-être encore plus fort. On montre à l'IA une image qui ressemble à une célèbre illusion d'optique, mais où une ligne est visiblement plus longue. Et que répond l'IA? Les lignes sont de même longueur. Pourquoi? Parce qu'elle ne regarde pas l'image. Elle reconnaît un motif de mots et elle ressort la conclusion qu'elle a apprise par cœur. C'est ce que les chercheurs appellent l'illusion de l'illusion. Et ce n'est pas tout, des études très sérieuses montrent que les grands modèles de langage ont un mal fou avec la cohérence. Ils peuvent se contredire d'une phrase à l'autre, donner la bonne réponse mais avec un raisonnement complètement faux, ou même, tenez-vous bien, se planter sur une addition aussi simple que 7 plus 3. Leur logique, clairement, ce n'est pas la nôtre. Ok, donc on a vu les ressemblances, puis les énormes différences. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qui se passe quand on fait travailler ces deux intelligences si différentes ensemble ? L'une biologique et intuitive, l'autre artificielle et calculatoire. Eh bien, la nouvelle frontière de cette collaboration, c'est ça, l'interface cerveau-machine. L'idée, ce n'est plus de parler à une machine, mais de communiquer directement avec elle par la pensée, en créant un pont entre nos neurones et le monde numérique. Alors, comment ça marche ?
C'est super complexe, bien sûr, mais le rôle de l'IA est absolument crucial. Il faut imaginer que les signaux du cerveau, c'est comme essayer d'écouter une seule conversation dans un stade bondé. C'est un vacarme pas possible. Le job de l'IA, c'est de trouver la bonne voie dans tout ce bruit, de déchiffrer ce chaos pour isoler une intention. Et c'est grâce à ça que les patients paralysés peuvent aujourd'hui faire un bras robotique ou même parler, juste par la pensée. Forcément, cette fusion entre le cerveau et la machine, ça ouvre des portes incroyables, des espoirs immenses. Mais ça nous met aussi face à des questions qui, il y a encore quelques années, relevaient de la pure science-fiction. Et les questions sont nombreuses et complexes. Par exemple, si l'IA qui lit dans nos pensées a des biais, qu'est-ce qui se passe? À qui appartiennent les données qui viennent de notre propre cerveau? Et qui est responsable quand une action est le résultat d'une collaboration entre un humain et une machine? Au final, la question la plus profonde, c'est celle de notre identité. Où est-ce que je m'arrête et où est-ce que la machine commence? Finalement, c'est un peu comme si, en essayant de construire une intelligence artificielle, on se tendait un miroir à nous-mêmes. Leur réussite nous montre la partie de nous qui est calculable, logique. Mais leurs échecs nous rappellent ce qui nous rend si uniques. Notre intuition, notre conscience, notre bon sens. Peut-être que le but ultime de l'IA, ce n'est pas de nous remplacer, mais de nous aider, enfin, à comprendre ce que ça veut dire être humain.